La conférence, elle porte l'indépendance, ça va aider l'environnement. Si je parle de ça, c'est pas parce que je veux me coller à un sujet à la mode. Non, 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 non. C'est carrément ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours écrit, autant dans mon livre, qui est un livre de géopolitique, ce que j'explique là-dedans, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Pour vous montrer exactement de quoi il est question, je vais revenir à la base de tout ce que je dis dans mon livre et dans mes différentes vidéos. Dans notre univers, les gens ont oublié ça parce qu'ils vivent dans une société riche, beaucoup de pétrole, etc. L'énergie dans notre univers, elle est rare. De plus, elle a tendance à se disperser. Ça, c'est une loi de l'univers. C'est fait comme ça. Ça veut dire que pour survivre, pour vivre et survivre, les êtres humains, tous les êtres vivants, sont toujours obligés de produire plus qu'ils consomment. C'est obligatoire. Ils sont obligés de faire des profits. S'ils ne font pas des profits, ils meurent. Même l'herbe doit faire des profits, elle doit capter plus de soleil à cause de ce phénomène de perte dont je parle. Ça, c'est tout à fait fondamental. Or, un pays, une ville, un pays, une civilisation, ça ne se construit pas à coups de millions et de milliards de dollars. Ça se construit à force de petits profits. Chacun essaie d'aller chercher 5 cents, 10 cents, 25 cents, 1000 piastres, des fois 1000 piastres, des fois 1 million. Mais pour l'essentiel, on fait tout ça dans nos vies. On essaie de ramasser des petits profits. Et les petits profits s'accumulent tous les jours, tous les mois, tous les ans, tous les siècles. Et ça finit par faire de grandes civilisations, civilisations romaines, occidentales, etc. Maintenant, là, j'ai de la misère à contrôler ça ici. C'est pas un truc qui est... Le travail humain, ça produit toujours deux choses. Ça produit des biens utilisables et ça produit des déchets, c'est-à-dire de la pollution. Tout ce qui gaspille, tout ce qui est artificiel, tout ce qui dépense de l'énergie, du travail, n'importe quoi, c'est de la pollution. Ça finit par être de la pollution. Ici, vous avez des pêcheurs, c'est très bon qu'ils aillent chercher du poisson, même si on vole des poissons en les pêchant, mais ça produit également des déchets. Alors, l'idée, c'est d'obtenir le maximum de richesse, de biens utilisables, en minimisant la pollution produite. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, dans mes vidéos, dans tout ce que je dis, je parle souvent de l'effet de cuvette. L'effet de cuvette, c'est ce qui se passe dans n'importe quel pays, et ça, c'est à toutes les échelles. C'est que les êtres humains ne s'amusent pas à traverser des montagnes ou à bâtir des villes au sommet des montagnes, à moins que ce soit très payant. D'habitude, ils s'installent dans des plaines, où c'est beaucoup plus facile sur un terrain plat de s'échanger. Ils obtiennent le maximum de biens avec le minimum de pollution. Et lorsqu'ils veulent se déplacer entre les montagnes, évidemment qu'ils ne passent pas par-dessus les montagnes, ils passent dans les cols de montagne, qui est le plus bas possible, toujours pour obtenir le maximum de petits profits. Ce qui est naturel dans une économie, c'est... Bon sang, on peut essayer. Ce qui est naturel dans un effet de cuvette, c'est que vous descendez des matières premières qui viennent des régions, les camions descendent pleins, avec l'élan, simplement la gravité, et ils descendent des matières premières lourdes, ça c'est la loi générale, et ils remontent, parce que c'est un échange économique, ils remontent avec des camions presque vides, avec des produits, ce qu'on appelle à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qui ont été produits dans les plaines. Vous avez ici le cas typique du Québec. Vous avez des matières premières lourdes qui descendent. C'est une faible pente, mais encore une fois, on parle de petits profits, là. Alors, les matières lourdes descendent, et les produits finis à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire plus légers, remontent. Et c'est comme ça dans les deux cas. Et dans le cas d'une ville comme Montréal, qui est installée dans une plaine, on profite également du fait que notre fleuve nous donne accès aux océans. Les océans, c'est dans le fond du trou, c'est un des points les plus bas sur la planète. Et on a accès avec les produits finis, on peut aller les vendre dans le marché international. Maintenant, ici, vous avez la ville de Montréal. Ça, c'est le résultat de 4 siècles de ramassage de petits profits par environ de 15 à 20 millions de Québécois. Là, il faudrait le calculer. Je ne sais pas combien il y a eu de Québécois jusqu'à maintenant. Mais tout a été calculé pour maximiser la richesse produite et minimiser la pollution. Et dans une ville, pour obtenir le maximum, vous exagérez la géométrie, parce que là, c'est beaucoup plus facile de travailler sur un terrain plat, sur une ligne droite. On évite
on évite les côtes. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de géométrie dans nos villes pour produire le maximum de richesse. Bon, voilà. Et quand il est question de relier des villes, ça c'est en Chine. L'Afrique en Chine, c'est terrible. Il y a des endroits où il y a 50 lignes de voitures là, au péage. C'est complètement fou. Mais quand vous essayez de relier des villes, vous essayez également d'utiliser des terrains plats, de faire la route la plus droite possible, toujours pour maximiser les petits profits. Quand on utilise par contre un fleuve, comme le fleuve Saint-Laurent, c'est pour atteindre les océans. Les océans, c'est complètement plat et ça occupe 71%. Ça occupe 71% de la surface du globe. Alors, quand vous utilisez les océans, vous pouvez faire du commerce partout et c'est extrêmement payant, toujours pour maximiser les petits profits. Maintenant, quand vous êtes sur un océan, évidemment, vous devez éviter de passer à travers la Terre. Alors, vous allez passer par un détroit, comme le détroit d'Ormuz, où là, présentement, sont en train de sauter des pétroliers. Mais c'est toujours la même idée, c'est d'obtenir le maximum de rendement. Et dans le détroit d'Ormuz, regardez-moi la filière, la file de pétrolier qui passe là. C'est extrêmement rentable parce que c'est là, vous pouvez aller dans toutes les directions, mais vous passez par le détroit. Et lorsqu'il n'y a pas de détroit naturel, comme le détroit d'Ormuz, ben là, vous faites comme à Corinthe, vous creusez carrément un passage entre deux mers pour éviter de contourner, encore une fois, pour maximiser les petits profits. Résultat de tout ça, après plusieurs millénaires de travail, les êtres humains étaient éparpillés partout sur les continents et ils ont peu à peu migré, toujours en descendant la côte, pour aller s'installer là où c'était le plus payant. Au début, ils étaient dans des villages éparpillés, c'était des nomades, ensuite ça a été des agriculteurs qui ont été près des rivières, ensuite près des fleuves, puis après plusieurs millénaires, les grandes capitales du monde sont, pas toutes, mais une très forte proportion sur le bord des océans, comme vous le voyez sur cette image. Maintenant, si on passe au cas de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est un pays naturel, comme je dis, c'est un territoire naturel. C'est une unité naturelle. Et ce que vous pouvez noter ici, regardez les grandes plaines qui vont jusqu'en Alberta, qui est ici. Le Canada, c'est là, c'est au nord de ça. Alors ça, c'est des vraies unités. Les Rocheuses sont une unité qui vont jusque-là. Vous avez ici des terres à forêt, etc. La région des Grands Lacs qui est évidente. Alors, ça, c'est l'Amérique du Nord. Ça, c'est la réalité de base, c'est le continent, il n'y a aucun doute. C'est un pays réel, avec des régions réelles. Ce qui est important de savoir, je vais retourner, bon, en tout cas, je peux continuer comme ça, c'est que le Canada fait partie de l'Amérique du Nord. En fait, l'Amérique du Nord, c'est d'abord les États-Unis. Le Canada fait partie des États-Unis au niveau économique, au niveau géographique, au niveau militaire. Ça a toujours été intégré. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité géographique. Par contre, en Amérique du Nord, pas toutes, mais la vaste majorité des accidents géographiques sont de sens nord-sud. C'est la réalité du continent. Et tout ça pour en arriver, toujours mon problème ici, avec le Canada. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que le Canada, avec tout ce que je viens de vous montrer, le Canada, c'est un pays artificiel et polluant. La raison, c'est que c'est une création artificielle de l'Empire britannique. C'est une création de l'histoire. Les Anglais ont gagné contre nous, ils ont pris le Canada, les États-Unis fonçaient vers l'ouest, et le Canada fait la même chose au nord des États-Unis. Alors, c'est un pays artificiel. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi. C'est un pays artificiel et polluant. D'abord, il faut savoir que l'Amérique du Nord a une forme évasée. C'est surtout vrai à cause ici du golfe du Mexique, qui fait que vous avez seulement 2000 km entre les deux mers, au niveau de la frontière sud des États-Unis, alors qu'entre le Québec et les Rocheuses, vous avez déjà plus de 3000 km. Alors, c'est vraiment évasé. Alors, il y a une différence entre... Comme c'est évasé, et qu'il était question de courir pour aller chercher la conquête de l'Ouest, le Canada est devenu un pays extrêmement allongé, de 5000 km de long et 300 km de large. C'est là que vit la population, 90% de la population canadienne. Et le pays s'est développé d'est en ouest, c'est-à-dire dans un sens contraire de la géographie, qui devrait normalement descendre de l'ouest vers l'est. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'on est des animaux d'origine tropicale et qu'au nord de cette bande-là, c'est froid et au grand nord, c'est très froid. Alors, les Canadiens sont restés près des États-Unis au chaud. Et évidemment, ils ont fait leur économie
s'intègre de plus en plus à l'économie américaine, parce qu'on fait partie des États-Unis. Le Canada, non seulement c'est très long, c'est pas large, mais en plus de ça, c'est très froid. Alors l'hiver ici est coûteux et très polluant. Il faut chauffer les maisons, il faut les rues sont défoncées par le froid, par le sel. Il faut déneiger les rues, ça n'existe pas à Los Angeles, ces choses-là. Ça nous prend trois garde-robes. Alors c'est très coûteux l'hiver et c'est très polluant par conséquent. Comme je l'ai dit tantôt, la raison pour laquelle les Canadiens se sont déplacés d'est en ouest, c'était la phase de peuplement du continent. C'était des continents peuplés et pauvres qui se déversaient sur un continent vide à cause des épidémies qui exterminaient les Autochtones et riches. Alors les gens, c'était la phase de peuplement, les gens se déplaçaient de l'est vers l'ouest sans respecter, en respectant, mais enfin en allant dans le sens contraire du fleuve Saint-Laurent et dans le sens contraire de la géographie. J'en ai parlé tantôt, le multiculturalisme, c'est simplement le passage de gens qui étaient mal intégrés parce qu'ils étaient une première génération, et en se mariant entre eux, au bout de 2 ou 3 générations, il n'y a plus personne qui se dit italien, ils se disent canadien ou québécois de souche. Alors, c'est pas vrai que le multiculturalisme, c'est quelque chose qui est viable. Ça va finir par être un pays anglophone, le Canada anglais, et le Québec, un pays francophone. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépenses polluantes. Si on voit nos affaires. Oui, mais en fait, il y a quelque chose de tout à fait naturel là-dedans. Ça serait la discussion d'une autre conférence. Le Canada qui a été tiré d'est en ouest, ça ne change pas la réalité que les obstacles géographiques sont de sens nord-sud en Amérique du Nord. Or, le Canada, en se déplaçant d'est en ouest, je viens de le montrer pour la voie maritime, c'est vrai également pour les Rocheuses, il essaie de maintenir un pays qui fonctionne dans le sens inverse de la géographie. Or, c'est très coûteux. Vous voyez les Rocheuses, c'est bien évident que c'est très coûteux de passer par-dessus les Rocheuses. Dans les Rocheuses, d'abord, c'est très coûteux et donc polluant de traverser les Rocheuses, alors que si vous allez dans le sens de la géographie, bien là, vous êtes dans une plaine. Ça prend 4 locomotives pour tirer un train normal à travers les Rocheuses, alors que ça n'en prend qu'une seule, regardez-moi la longueur du train, dans une plaine. Alors, si vous suivez les axes de la géographie, c'est ça qui est le plus économique et le moins polluant. Alors, le Canada est un pays naturellement polluant. Il y a également le fait qu'en Amérique du Nord, vous avez... Ah oui, j'ai oublié de dire que le Canada, c'était le 5e pays le plus polluant du monde, après les pays de la péninsule arabique, où tout le monde s'en fout, là, ils gaspillent le pétrole. Alors, il y a le Qatar, l'Arabie Saoudite. Le Canada, c'est le 5e. Il y en a des fois qui disent que l'Islande est plus polluante, mais l'Islande utilise des énergies renouvelables, essentiellement la chaleur des volcans. Au Canada, vous avez des frontières rectilignes. Le pays en est plein. Ça, c'est des frontières qui ont été décidées à l'extérieur par des gens qui ne connaissaient absolument rien à la géographie, et encore moins à la géopolitique, et qui divisaient le territoire pour donner, par exemple, une surface égale aux 4 provinces de l'Ouest. Or ça, là, c'est nuisible à plus d'un point de vue parce que ça désorganise des régions naturelles et ça cause, encore une fois, de la pollution. Alors, par exemple, les prairies sont une véritable unité. D'ailleurs, les gens parlent des prairies, comme on parle des maritimes. Ce sont des régions qui existent et qui n'ont pas de réalité politique parce que le Canada est un pays artificiel. Et ça serait préférable que les prairies ne soient pas divisées comme ça pour éviter le problème de frontières qui génèrent toutes sortes de problèmes, le prix des taxes sur l'essence, ces choses-là, c'est polluant également, encore des gaspillages. C'est également vrai dans le domaine au niveau continental. La région des Grandes Prairies nord-américaines est coupée par la frontière complètement rectiligne, complètement folle, le long du 49e parallèle, qui ne correspond à rien du tout. Et ça désorganise, ça crée des gaspillages, des dépenses systémiques, puis ça, comme je disais tantôt, toute dépense, tout gaspillage, c'est de la pollution. C'est également vrai dans le cas du Yukon, où le Yukon est véritablement intégré politiquement, culturellement, pas politiquement, je parle culturellement et socialement, à l'Alaska. Les grandes villes au Yukon, comme celles de l'Alaska, sont le long du fleuve Yukon. Vous avez les monts Mackenzie ici, et ça forme une unité. Quand vous allez dans cette région-là, là, les gens, ils se considèrent un peu des cousins. Là. Les Yukonais se sentent plus proches
des Alaskiens que de la Colombie-Britannique. Évidemment qu'ils sont avec la Colombie-Britannique, mais quand ils parlent Fairbanks, un peu comme dans le nord du Québec, les gens de Témiscamingue ou de l'Abitibi, ils vont à North Bay, beaucoup plus qu'à Montréal pour faire leurs affaires. Alors ça, c'est des dépenses systémiques qui viennent de la mauvaise organisation du Canada, qui est historique. On va dire, ah ben oui, mais il y a une unité au Canada qui est parfaite, c'est l'unité Saint-Laurent-Grand-Lac. Ça, c'est une unité naturelle, normale. Oui, ça serait vrai si le Canada occupait les deux rives des Grands Lacs. Or, le Québec, lui, occupe les deux rives du fleuve Saint-Laurent, tout le long du fleuve, alors que l'Ontario n'occupe que la rive nord. Au sud, c'est les États-Unis. Encore une fois, vous avez un problème de frontières, un problème, ça crée des gaspillages, et ça, c'est le Canada. Là. On parle de véritable pollution, d'une grosse génération de pollution. Vous avez également le fait que la péninsule ontarienne, où se rassemble la vaste majorité, la richesse de l'Ontario et sa population, est complètement à l'extérieur du Canada. C'est complètement au sud du 49e parallèle, qui marque la limite sud des prairies, et c'est complètement au sud du 45e parallèle, qui marque la limite sud du Québec. L'Ontario peuplé est en dehors du Canada, et évidemment, ça crée des problèmes. Encore une fois, leur économie est tournée vers les Grands Lacs, vers la région des Grands Lacs, et ils ne sont pas du tout intéressés. C'est tellement vrai que la transcanadienne ne passe pas par la partie peuplée de l'Ontario. Elle passe par le nord, ça relie l'ouest du Canada à l'est du Canada au Québec, mais ça ne passe pas par la partie peuplée de l'Ontario. Vous avez également un cas encore plus clair ici. Pour aller de Montréal à Vancouver, ce que tout le monde pense, c'est qu'on passe par la transcanadienne, eh bien, si vous voulez faire le chemin le plus court, le moins polluant, eh bien, il faut passer par les États-Unis. Ça, le 4900 km, les sites Internet donnent différents résultats, mais ils sont tous d'accord pour dire que ça coûte plus cher de passer par la transcanadienne que de passer par les États-Unis. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, c'est contre-intuitif? Eh bien, la raison est simple, c'est que c'est le parallèle. Les cartes sont mal faites. Là. Le véritable parallèle, ça c'est une ligne droite sur une sphère. Alors, vous voyez très bien que vous passez plus facilement par le sud. Mais ça, c'est de la pollution. Si vous prenez la transcanadienne, vous venez de gaspiller de l'essence, vous avez abîmé votre voiture, ça vient de créer de la pollution. Le Canada est vraiment un pays naturellement polluant. C'est également vrai du côté est. Vous le voyez très bien ici qu'ils ont construit la transcanadienne pour qu'elle reste en territoire canadien, mais c'est beaucoup plus court de passer à travers le Maine, à travers les États-Unis, encore une fois. Il n'y a pas de route pour aller à travers le Maine, mais il y a un train. Et le train, lui, passe par les États-Unis. Alors, vous voyez que des deux côtés, enfin de tous les côtés, le Canada est un pays artificiel et naturellement polluant. Vous avez même la ville d'Ottawa, qui est une ville artificielle, qui n'a même pas de port, même si la rivière Ottawa est navigable. Vous avez le canal Rideau, qui est navigable, c'est à ça qu'il servait, mais il n'y a pas de port à Ottawa. C'est une ville de fonctionnaires qui essaie de gérer un pays qui a 5000 km de long, 300 km de large, qu'ils connaissent mal parce qu'ils n'ont pas pu le visiter. Il y a moi qui l'ai visité, il n'y a pas grand monde qui a pu visiter le Canada. Vous devriez être fonctionnaire à Ottawa. Pardon? Vous devriez être fonctionnaire à Ottawa. Ah, c'est ça. Je battrais tout, ce ne serait pas bon. Il y a également le fait qu'Ottawa a été placé n'importe où, c'est une ville artificielle qui a été placée dans un pays grand comme l'Europe, 10 millions de kilomètres carrés dans les deux cas. La ville d'Ottawa a été placée à 1 mm à l'extérieur du Québec. Il y a une intention politique ici de détournement là, qui est évidente. Détournement de nos taxes, bien sûr. Une autre chose, comme le Canada est un pays extrêmement dispendieux, qui est très difficile à gérer, le gouvernement fédéral, tout naturellement, a régionalisé ses services. Pourquoi? Pour sauver des sous. Parce que c'est polluant d'essayer, l'URSS avait essayé ça, de tout centraliser dans la capitale, et ça foutait le bordel dans l'économie. Beaucoup de gaspillage. L'URSS a été une vraie catastrophe pour ça. Alors, au Québec, vous avez un bureau des postes, bureau central des postes à Montréal. Vous avez également, ça marche, Radio-Canada, et c'est évident, il y a une question de langue, mais c'est quand même séparé, Radio-Canada Montréal, et c'est séparé par région également. C'est simplement qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts ou les mêmes... La Colombie-Britannique est intéressée à l'Asie beaucoup plus que ce qui peut se passer en Europe, par exemple. Alors, c'est régionalisé pour sauver de l'argent parce que le Canada est mal foutu, le pays artificiel.
Le Canada est également, sa constitution, là, je parlais de la capitale qui était artificielle. La constitution canadienne aussi est artificielle. La constitution canadienne, elle est impossible à être inadaptable. On ne peut pas l'adapter parce que ça a été fait par Trudeau. Il l'a verrouillé, on en a parlé tantôt. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'adapter aux changements qui peuvent se produire dans la population. De plus, ils ont introduit dans cette constitution, ou en tout cas dans l'esprit de la constitution, la notion, par exemple, d'égalité des provinces. Reste 10 minutes, je vais essayer de faire ça. Alors, pareil, l'égalité des provinces, c'est une folie, c'est encore un dysfonctionnement, parce que le Québec est 1,7 fois plus peuplé que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis. Alors là, il y a encore un gaspillage là, qui est énorme. Ah, il y a également le fait que le Canada anglais a toujours eu le rêve, ça c'est beaucoup de gaspillage parce que c'est agresser le peuple québécois, essayer de le faire disparaître. C'est dans le rapport du RAM, enfin il en parle à la radio, à la télévision, partout. Là. Quand ils vont être assez faibles, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors je reviens encore une fois ici à la notion du fait que le continent était basé comme ça. Aux États-Unis, il y a une différence entre le Canada et les États-Unis. Aux États-Unis, la population elle est sur les côtes, principalement là, le long de la côte Est et de la côte ouest, on le voit ici, là. Et vous avez ce qu'ils appellent le flyover country. C'est-à-dire qu'ils prennent l'avion, puis ils passent d'une côte à l'ouest, puis ça, ben, c'est simplement le pays qu'on survole. Ceci étant dit, ça c'est l'Amérique profonde, c'est celle qui vote pour Trump, en passant. Alors, ça c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, aussi bien la richesse que la population, c'est le long des côtes. Comme ça. Avant, vous aviez une population importante le long des Grands Lacs, mais ça, c'est une région en déclin très, très rapide. Ça s'appelle le Rust Belt, la ceinture de rouille. Alors qu'au Canada, la population et la richesse sont à l'intérieur du continent, avec l'exception de la Colombie-Britannique. C'est l'Ontario qui est très riche, qui est à l'intérieur. Le Québec, même s'il y a un accès direct à l'océan à cause du fleuve Saint-Laurent, est quand même peuplé à l'intérieur du continent. Et l'Alberta, alors, il y a une différence entre les deux continents. Ça, c'est dû au fait que le continent est évasé et que le Canada est très distendu. Vous avez ici où est le pétrole. Alors, ce qui est intéressant de savoir, encore une fois, c'est que les grandes régions productrices de pétrole aux États-Unis, c'est le Texas, l'Alaska, la Californie et de plus en plus cette région-ci. Mais eux, ils sont près des océans. Alors que le pétrole canadien, le Canada se base sur les matières premières et notamment sur le pétrole, l'Alberta est complètement enclavé. Ce qui fait que pour sortir son pétrole, le Canada, contrairement aux États-Unis, est obligé d'installer des pipelines pour sortir le pétrole pour accéder, parce qu'on n'a pas accès direct à l'océan. Alors, vous avez ici les trois pipelines dont il parle présentement, et ce sont des pipelines qui sont longs dans un territoire très froid, qui gaspille beaucoup d'énergie, l'hiver notamment, encore de la pollution. Et c'est des pays, ils sont longs et polluants. Il suffit de savoir que quand il y a un bris, là, ça pollue les terres. Et ça abîme les terres, ça abîme les rivières, ça abîme les aquifères, c'est-à-dire les eaux souterraines, les villages. Trans Mountain est acheté par le gouvernement fédéral, ce n'est pas encore fait. Keystone XL a été approuvé, rejeté par Obama et accepté par Trump en échange d'argent. Et là, ils veulent faire passer le pipeline Énergie Est. Ce sont des pipelines extrêmement longs. Regardez la différence de galonnage qui passe. 1 100 000 barils par jour pour Énergie Est. Keystone XL, qui fait tant de bruit aux États-Unis, c'est 830 000. Et le Trans Mountain, l'extension qu'ils veulent faire, c'est 690 000 barils. Autrement dit, c'est le Québec qui prend le maximum de risques sans en avoir aucun avantage. Et ça, quand quelqu'un peut faire une activité économique sans rétribuer ceux quand ils passent à travers le territoire, mais là, ça encourage les gaspillages, le danger, les gens prennent des risques, et c'est nous qui payons les risques. L'avantage du Québec, c'est pas comme ce que le Canada veut faire. Ils veulent faire venir le pétrole de l'Ouest en disant on va unir le Canada, c'est toujours garder le Canada uni, en nous faisant payer le pétrole de l'Ouest. Ce n'est pas du tout l'intérêt du Québec. L'intérêt du Québec, c'est d'avoir le pétrole de l'Ouest, le pétrole d'outre-mer et le pétrole américain par le pipeline Portland-Montréal. De façon à choisir toujours celui qui est le moins cher. Et le pétrole le moins cher, c'est ordinairement le moins polluant. C'est celui qui est le plus facile à tirer du sol, ce qui n'est pas du tout le cas des centres des tuiles. Ce
qui est dangereux, ce n'est pas les pipelines, c'est le pétrole. Puis là, vous avez eu ici la pollution massive qui a été causée par l'explosion à lac Mégantic, qui passait par train et qui a explosé. Vous avez également la destruction hyper polluante de l'exploitation de sable bitumineux en Alberta. Ils sont en train de détruire, ils ont déjà détruit la grandeur de la Belgique. Alors là, on parle de pollution massive, le Canada est basé sur le pétrole, et ils veulent continuer. Et ils sont en train de détruire graduellement le grenier à blé qui nourrissait une partie de la planète qui est en Alberta. C'était ça avant, puis là, vous avez vu ce qui va arriver avec les... Ils sont en train de polluer des aquifères extrêmement importants. Maintenant, actuellement, le continent nord-américain est en train de se réorganiser en suivant des axes géographiques. La raison est simple, c'est que comme je l'ai montré tantôt pour les trains, là, ça prend quatre locomotives pour traverser les Rocheuses, alors que dans un sens perpendiculaire comme ça prend juste une locomotive. C'est pour des raisons économiques. Alors, le continent se réorganise petit à petit, c'est-à-dire que la géographie commence à gagner sur l'histoire. C'est-à-dire l'histoire qui était de sens est-ouest. Et les axes actuellement au Canada sont de plus en plus dans un sens nord-sud. Évidemment, sur les côtes, ça va vers les océans. Et donc, le Canada est-ouest est trahi par la géographie. La géographie est en train de gagner sur l'histoire. Au Québec, ben là, on a eu notre développement vers le nord, les pays d'en haut, le Curé-Labelle. Ensuite, on a développé la BTB, la baie James, et ça, c'est le sens. Et de plus en plus, le fleuve Saint-Laurent sert dans un sens ouest-est. Vous n'avez qu'à penser qu'au pipeline, au blé. Ça, c'est la baie James, évidemment, le grand développement du nord du Québec dans le sens nord-sud. Et là, c'est le blé et le pétrole. Le blé, ça fait longtemps, mais le pétrole, c'est maintenant. Ils veulent le faire sortir de plus en plus dans un sens normal, économique, moins polluant, dans un sens ouest-est. Autrement dit, le pays est en train de se réorganiser tout seul. Montréal est un centre, un point de convergence, un point stratégique où tout converge. Parce que c'est la vallée du Saint-Laurent, c'est le point stratégique où tout converge. C'est très économique de passer par la vallée du Saint-Laurent, c'est moins coûteux, moins polluant. Alors, tout ce qui, même ceux qui viennent des États-Unis, se concentrent sur Montréal pour ensuite continuer soit par chemin de fer jusqu'à Halifax, ou soit par la voie maritime vers l'extérieur. Ça, c'est une évolution graduelle. La raison est simple, c'est qu'à Montréal, tout est plat, tout est rapproché, c'est un point stratégique, tout est proche, vous faites beaucoup d'argent avec ça, c'est beaucoup moins polluant, vous faites beaucoup plus de produits finis que de pollution en travaillant à Montréal. Vous avez également le fait que l'indépendance va éliminer la ville artificielle, pour nous en tout cas, la ville artificielle d'Ottawa, avec tous ces gaspillages, c'est-à-dire le détournement de nos taxes, les détournements de nos taxes, les chicanes fédérales. On va arrêter de faire ces conférences-là, c'est des dépenses, vous avez tous dépensé de l'essence pour venir ici, encore du gaspillage. On a les contrats gouvernementaux qui sont donnés aux Canadiens auprès de nous. Il y a eu la construction de Mirabel qui a été placée au mauvais endroit contre la volonté des Québécois qui ont fini par fermer. Vous avez eu Muskrat Falls, la ligne électrique de Terre-Neuve qui contourne le Québec à nos frais. Alors, c'est toutes des décisions qui se sont accumulées au fil des années. Et avec la disparition, avec l'indépendance, on va se débarrasser de tout ça qui vient d'Ottawa et on va se débarrasser du gouvernement de trop. Il y a seulement 5 ministères qui vont être reconstruits à Québec. Québec est une ville stratégique, qui veut dire rétrécissement de rivière, comme Montréal. C'est deux villes stratégiques qui sont situées aux deux extrémités de la partie habitée du Québec, c'est-à-dire les basses-terres du Saint-Laurent. Maintenant, bon, ça c'est fini avec ça. Les gens, parce qu'ils ont été habitués, ils n'ont pas réalisé toutes les pertes qu'on a eues au fil des siècles, parce qu'ils ont été assez habiles pour le faire graduellement. Et tout ce dont j'ai parlé tantôt, Muskrat Falls ou Mirabel qui a été construit au mauvais endroit, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'elles se sont accumulées avec le temps et les gens, ben, ils ont été habitués à ça. Alors, ça a été accepté une à la fois. Or, la meilleure méthode, si vous voulez diminuer la pollution, diminuer toutes les folies qu'on vient de voir, les anomalies canadiennes, la meilleure méthode, et ça c'est valable dans tous les domaines, c'est de faire payer aux utilisateurs une utilisation d'un territoire ou d'une matière première. Alors c'est extrêmement important et c'est très, très efficace.
Alors, si vous voulez que les gens arrêtent de polluer notre fleuve Saint-Laurent ou de polluer la vallée du Saint-Laurent en passant des pipelines gratuitement, bien, si vous leur mettez des droits de passage, ils commencent à y penser à 2 fois. Dès que vous montez le prix, il y a une loi en économie, c'est la plus importante de toutes, c'est la loi de substitution. C'est-à-dire que quand vous avez un produit dont le prix monte, bien là, comme le pétrole, s'il montait à 1 000 $ le baril, bien, les gens chercheraient quelque chose d'autre pour le remplacer. Ça, c'est une loi économique de base. Alors, si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous n'avez seulement qu'à monter le coût. Une des façons de monter le coût, c'est de mettre des lois environnementales, parce que là, ils sont obligés de se protéger et par exemple, pour le pipeline, mettre plus de protection pour que ça salisse l'environnement, ça coûte cher. Le pipeline lui-même coûte cher. Aller chercher le sable, le pétrole, le sable bitumineux, ça coûte un pétrole très cher. Vous ajoutez le coût du pipeline, vous ajoutez des coûts environnementaux et vous mettez des droits de passage. Bien là, vous montez le prix de la ressource et là, la demande baisse. Et si la demande baisse, la pollution diminue due au pétrole. Il y a également le fait que une chose qui s'appelle les crédits de carbone et qui se développe très rapidement sur la planète, c'est pour protéger l'environnement, c'est que ceux qui polluent beaucoup doivent payer ils doivent donner de l'argent de façon directe ou indirecte à ceux qui polluent moins. Or, le Québec est hydroélectrique. Alors, ce qui se passe, c'est que le Québec, au niveau de la pollution produite, est très bas parce qu'on est des petites voitures, parce que le pétrole coûte cher, beaucoup de taxes sur le pétrole. Alors, on est très, très bas au niveau de la destruction de l'environnement, et le Canada pétrolier est très haut. Mais comme on est dans le même pays, on se trouve à financer la pollution produite par le Canada anglais. Alors, dès qu'on devient indépendant, ça fait ça. Le Québec tombe à son niveau très bas et le Canada très haut. Et automatiquement, il y a de l'argent qui rentre. Et on parle d'énormes montants. Encore 2 minutes. Alors, pour l'essentiel, ce dont je suis en train de parler, c'est que l'indépendance du Québec, c'est quelque chose qui va aider l'environnement. Et pas seulement au Québec, également au Canada. Parce qu'en baissant la demande des sables bitumineux, c'est le pétrole le plus coûteux qui existe sur la planète, le plus coûteux et donc le plus polluant. Alors, c'est quelque chose qui va aider. Et vous montez les coûts du Canada, qui est un pays artificiel qui fonctionne mal, et le continent, qui a déjà commencé à le faire, va se réorienter dans un sens nord-sud au niveau économique. Que le Canada anglais veuille continuer à vivre ensemble, c'est tout à fait parfait. Je rien contre. Je les aime bien, Canadiens anglais, je veux juste qu'ils nous foutent la paix. Alors, protéger notre territoire, qui reste chez eux. On doit augmenter les coûts. Et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, dernière remarque, avant d'arrêter, je vais vous faire une remarque qui est pour moi très importante, c'est qu'actuellement, le Canada, c'est un pays qui est dysfonctionnel, je viens de le montrer, et vous avez, le gouvernement est également dysfonctionnel. Le seul parti naturel au Canada anglais, au Canada, c'est le Parti libéral, parce qu'ils font rien, ils sont contents d'être là. Les conservateurs essayent de défendre l'Ouest, le NPD essaye de défendre, on ne sait pas trop quoi, le Parti vert, défendre l'environnement. Alors, moi, je m'attends à ce que ce soit un gouvernement conservateur minoritaire. Et là, ils vont nous faire ce qu'ils nous ont fait depuis 260 ans. On est la province la plus pauvre du Canada, en passant, en termes de revenus disponibles par habitant. C'est 4 000 $ de moins par habitant que le Canadien moyen. Tout ça alors qu'on détient le seul territoire essentiel de tout le Canada. C'est-à-dire la vallée du Saint-Laurent, par où passent toutes les communications du Canada anglais. Transcanadienne, voie maritime, etc. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'actuellement, le Québec, comme le continent est en train de se réorganiser selon les axes géographiques, dans le cas du Québec, c'est les axes nord-sud et l'axe ouest-est, et non pas est-ouest. Le résultat, c'est que le Québec, tout naturellement, est devenu excédentaire au niveau de ses finances publiques, et la richesse augmente. Je ne sais pas si vous l'avez noté dans le centre-ville de Montréal, mais les buildings poussent depuis quelques années. Alors, ce qui se passe, c'est que le Québec reçoit de la péréquation. La moitié de la péréquation qu'on reçoit ne vient pas du Québec, l'autre moitié vient du Québec, mais il y a une moitié qui vient de l'extérieur du Canada. L'Alberta est en gros déficit, 4,5 milliards par année. Si c'était de la taille du Québec, ce serait 9 milliards, c'est énorme. L'Ontario est à 12 milliards et plus, je ne me souviens plus. Le gouvernement fédéral va péter le 20 milliards. Et le Québec est en surplus. Alors évidemment que le Canada anglais veut baisser la péréquation. Et le Québec ne veut pas, il veut garder sa péréquation, mais il ne veut pas d'énergie. Alors, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord baisser la péréquation rapidement en changeant les chiffres. Ça va baisser de moitié pour le Québec. Et ils vont nous passer l'énergie est de force. Ils vont le passer, puis ils vont dire, tout ce qui traverse le Québec
dans la Constitution canadienne, appartient à Ottawa, on n'a rien à dire. Alors, ils vont passer le pipeline, ils vont nous faire courir les risques et ils vont baisser la péréquation. Or, ce que dit le Canada anglais depuis, surtout les derniers temps, c'est qu'on vous donne de la péréquation, donc vous allez faire passer le pipeline d'énergie assez bien, je suis bien désolé. Mais la péréquation, c'est pas un cadeau, c'est pas de la générosité, c'est pas de la mendicité, c'est de l'argent qu'ils nous doivent et qu'ils vont nous payer en double et en triple. Quand on va être indépendant, ça va s'appeler des droits de passage, comme ça se fait partout ailleurs sur la planète. J'insiste là-dessus. Ça se fait partout ailleurs sur la planète comme ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et le nombre de pays qui changent quand il y a du pétrole étranger qui traverse, que ce soit par pipeline ou autrement, tout le monde fait ça. Alors, un Québec indépendant le ferait. On va faire de l'argent avec les droits de passage, on va faire de l'argent avec les usines qui vont s'installer au Québec pour éviter de payer quand ils montent, payer quand ils descendent, puis on va faire de l'argent avec les crédits de carbone, plus toute la réorganisation, on va se débarrasser d'un gouvernement de trop, etc. Alors, l'indépendance, c'est quelque chose qui va être payant pour le Québec et ça va être payant pour l'environnement parce qu'on va éliminer une foule de gaspillage, de pertes et de pollution. Merci beaucoup. Très bon. Il parcourt des 30, 40 km dans des grosses voitures, ils polluent, tandis que nous, qu'on habite à Montréal, on fait les bicis, on prend les vélos, on prend les métros, et eux, ils décident de faire ça, ils ne sont pas taxés, ils devraient être taxés. Et la taille de la voiture devrait être taxée, pas la voiture, sinon la taille de la voiture. Parce que ça, c'est scandaleux. Le Québec, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pense encore le cas, était le champion des petites voitures en Amérique du Nord. Parce que les taxes sur l'essence sont très élevées. Écoutez, je l'ai dit tantôt, si vous voulez vraiment que ça ne se passe pas, ça c'est ce qu'il faut. En passant, c'est ce qui va arriver dans le futur. La seule façon de se débarrasser de n'importe quel problème de nature économique ou de nature environnementale, c'est d'augmenter le coût. Alors, si on mettait, par exemple, ils ne le feront pas, ils doivent se faire élire, mais si vous mettiez, par exemple, dans le prix d'une voiture, le prix de dépollution, de détruire cette voiture-là, le prix de pollution, quand la voiture laisse des morceaux de carbone ou ce qui jette dans l'air, bien, la voiture qui coûterait 30 000 elle monterait à 60 000 Vous diminueriez la quantité de voitures et vous enleveriez vous mettiez également le prix des autoroutes dont vous parlez pour se rendre à Blainville puis se rendre bon. Alors, les gens, automatiquement, moi j'appelle ça le réflexe du portefeuille, ça coûte plus cher, bien là, OK, on change d'attitude. Et l'avenir de l'humanité, c'est ça. Il va falloir mettre tous les coûts. Le problème du monde industriel, le problème de la planète présentement, ce n'est pas vraiment un problème planétaire, c'est un problème industriel. C'est que l'industrie, c'est un système linéaire. Vous polluez pour aller chercher des matières premières, pour les transformer, pour les consommer, pour vous en débarrasser. C'est jamais un cycle comme dans la nature. Ça a pris 4 milliards d'années pour créer les cycles environnementaux qu'on a. Alors, le problème du monde industriel, c'est que tout le monde est en croissance sur une planète qui est limitée et qui ne peut pas prendre une croissance comme ça. Alors, si vous voulez contrôler, c'est ça qu'on va faire à l'avenir, il va falloir que les gens reçoivent de l'argent quand ils aident et qu'ils paient quand ils nuisent. Et là, on parle d'une révolution, on ne sait pas faire ça. Là. Jamais personne n'a essayé de le faire parce que jusqu'à maintenant, on exploitait l'environnement. On faisait des autoroutes, on veut s'éloigner. Ce que les gens faisaient quand ils allaient dans les banlieues, c'est pas méchant en passant, le monde entier le fait. J'ai vécu en Chine, ils sont en train de construire des bungalows dans des rizières. Alors c'est de la folie furieuse. Et ils font la même chose, allez voir Hyderabad sur Internet, là, en Inde. C'était des guinea-pigs, j'ai été en Inde, j'ai visité, puis on voit plus, on en voit encore, on voit presque plus de gens en Guinée. Mais les Indes, c'est pas les Danemark. Les Indes, c'est pas les Danemark. Pour le dialogue, madame. Non, ça va. Ce que je veux dire, c'est que les Québécois, les Québécois font ce que tous les êtres humains font, ils prennent des décisions individuelles basées sur le prix, sur le fait que les maisons coûtent moins cher, sur le fait que les enfants ne sont pas en danger, sur le fait qu'ils les éloignent des problèmes de la ville. Bon. Si vous mettez tous les coûts, le changement va se faire. Ceci étant dit, les investissements qui ont été faits en Amérique du Nord pour construire toutes ces routes-là, les villes satellites, là, ont été tellement immenses que ça va coûter, on n'a pas l'argent pour réorganiser le pays, pour rapprocher les gens des villes. On n'a pas l'argent. Alors, il y a une crise là-dessus qui s'en vient. Monsieur Labarre? On avait un très très bel aéroport, monsieur, puis c'était pas une connerie, c'était très intelligent. Il n'y a pas un aéroport international, à part, je pense, une ville au monde, qui soit dans une ville. Nous, il est dans une ville, on n'a pas fini avec ça. Ça, c'est de la pollution. Les gens n'y pensent pas, mais il n'y a rien qui pollue plus qu'un avion.
OK. Il y en a qui décollent toutes les secondes dans le monde entier. Vous allez me dire, bien, il n'y a pas rien qui pollue plus qu'un avion. En passant, j'en ai parlé tantôt, Ils ont un les très, êtres très humains bel fonctionnent aéroport, fantastique. sur des plaines autant que possible. Moi, en langage savant, ça s'appelle une équipotentielle. C'est que c'est pas difficile de se déplacer sur une montagne d'escalier, c'est fatigant. C'est valable dans tous les domaines. Alors, les avions changent d'équipotentiel continuellement. Je crois que c'est 35 à 40 du fuel qui est pour décoller, pour atteindre le 40 000 km, 40 000 mètres d'altitude. Alors, bon, dans le cas de l'aéroport de Dorval, il avait été question de bâtir Mirabel, puis le Québec voulait, parce que c'était l'axe nord-sud qu'on développait, nous, instinctivement, on ne voulait pas aller dans l'axe est-ouest contrôlé par le Canada anglais, on a développé l'axe nord-sud, et on voulait qu'ils mettent Mirabel entre Montréal et Drummondville, c'est-à-dire dans l'axe nord-sud. Et le fédéral qui décidait, c'est un aéroport international, a décidé de le mettre dans l'axe est-ouest entre Montréal et Ottawa. C'est ça. Et il était mal placé. Le développement économique s'est fait, 70% de nos... c'est entre 50 et 70% de nos exportations qui vont aux États-Unis. Or, l'économie se développait dans un sens nord-sud et Mirabel a fermé. Ils sont revenus à Dorval, où aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de recevoir beaucoup plus d'avions sur un aéroport urbain comme Dorval. Mais normalement, Mirabel n'aurait pas fermé parce qu'il aurait été construit entre Montréal et Drummondville comme les Québécois le voulaient. Encore une fois, tout ce qui est international, tout ce qui est relation entre les provinces du Canada, entre les provinces ou le monde international, c'est-à-dire tout ce qui traverse le Québec, c'est sous le contrôle d'Ottawa, du Canada anglais, et non de nous. Alors, ils traversent notre territoire comme ils veulent, ils saccagent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils font sauter le lac Mégantic avec du pétrole, et on n'a rien à dire. On va continuer l'alternance en temps, madame. Oui. Vous avez peut-être trouvé ma question drôle, mais en lien avec ce que vous disiez tantôt, la facilité nord-sud des communications, du transport, tout ça, Oui. Je voyais sur Facebook qu'il y avait un mouvement pour que le Québec devienne un État américain. Ça fait longtemps. Ben, probablement, mais c'est où? Le Québec est un pays naturel. J'en ai parlé dans d'autres conférences qu'on a faites ici. Essentiellement, le Québec, c'est basé sur la vallée du Saint-Laurent, qui est entre les Appalaches au sud et les Laurentides au nord. Le golfe du Saint-Laurent qui est vide, puis vous avez un vide humain, là, à part d'Ottawa, entre Montréal et Toronto. Autrement dit, c'est un territoire isolé. C'est un pays naturel. Et ça va rester comme ça. C'était comme ça il y a 10 millions d'années, 100 millions d'années, puis ça va être encore dans 50, 100 millions d'années. Parce que les Laurentides, puis leur bonne temps, est-ce que ça suit? Bon. 10 000 ans, parce qu'il y a 10 000 ans. Il y a un Américain. Non, mais il y a eu de l'eau de la glace, ça c'est les glaciations, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un Américain qui s'appelle Garreau, son nom est français, mais c'est un Américain pur, qui a écrit un texte très intéressant, un livre très intéressant qui s'appelle Les Nations d'Amérique du Nord, dans lequel il dit que, puis j'en ai parlé tantôt, il va falloir que ça soit remembré, l'Amérique du Nord. Les frontières droites, c'est des folies, c'est du gaspillage, c'est de la pollution, il faut arrêter de faire ça. Il faut faire des unités. Alors le gars, c'est ce qu'il a fait, il a fait des unités, puis il a repéré, je crois que c'est 9 nations en Amérique du Nord. Vous avez la région des Plaines, la région de la Californie avec toute la côte ouest, vous avez toute la région des Maritimes avec le Maine qui descend jusqu'à Boston à peu près, bon. Et le Québec. Parce que, lui, il se basait sur le fait que ça parlait français, mais la raison pour laquelle le peuple québécois existe, je l'ai dit dans d'autres conférences, notre histoire a été faite à l'extérieur du Québec. C'est jamais nous qui avons contrôlé notre territoire, notre histoire, notre immigration, notre frontière. On ne l'a jamais fait. C'était les Français, après c'était les Anglais, après c'était les Canadiens anglais. Le référendum de 1995, c'est vrai, c'est les groupes ethniques, pas parce qu'ils sont méchants, pensaient que c'était leur intérêt, mais ils ont voté non. C'est des gens qui sont venus de l'extérieur qui nous ont imposé. Les immigrants qui étaient déjà intégrés, deuxième, troisième génération au Québec, qui ont voté comme nous, 90%, 60% oui. Bon. Alors, notre histoire s'est faite à l'extérieur du Québec, puis elle va continuer d'être faite à l'extérieur du Québec tant que notre gouvernement ne contrôlera pas le territoire. Maintenant, moi j'ai toujours dit, le Québec est un cas tellement évident d'un pays efficace, peu polluant, comme je le disais, on s'en sort bien au Canada. C'est une des régions d'Amérique du Nord qui s'en est mieux tirée pendant la crise de 2008. Parce qu'au Québec, vous n'avez pas des grosses entreprises, vous avez des PME collées à la population, collées au territoire, avec beaucoup de ressources, on les utilise bien.
Alors, le Québec s'en est mieux sorti malgré le fait qu'on se fasse sucer le sang par le Canada anglais depuis 260 ans. Alors, si les États-Unis, par exemple, ça je le dis souvent, le premier dictateur américain, mettez-les dans 10 000 ans, s'il vous plaît, ça se pourrait arriver dans un siècle. Le premier dictateur américain, la deuxième chose qu'il va faire après avoir pris le pouvoir, il va envahir le Canada et le Québec. Et la troisième chose qu'il va faire, il va recréer le Québec. C'est ce qui a été fait tout le long de l'histoire, l'Empire perse, l'Empire assyrien. Il recrée les pays naturels parce que c'est ça qui est efficace. Vous laissez leur langue au pays. Puis si le peuple est destiné à disparaître, pensons par exemple aux Bretons en France, bien, il disparaît de lui-même. Mais le Québec, ils ont essayé tout. On n'a jamais rien contrôlé. On est encore